La longue saga de Buckingham raconte l'histoire de personnalités qui ont laissé leurs traces dans les mémoires. Voici 2 émissions au cours desquelles nous parlerons des événements qui ont marqué l'histoire de Buckingham ainsi que ses citoyens. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la première partie du documentaire La longue saga de Buckingham. Si Buckingham n'existe plus depuis 2002, dans le cœur des gens qui y habitent et qui l'aiment, Buckingham vivra toujours. Son histoire est remplie d'hommes et de femmes qui y ont façonné un endroit où il fait bon vivre. Cette émission veut leur rendre hommage. La vallée de l'Outaouais a d'abord été habitée par les Amérindiens. En raison de la richesse de ce territoire, les colonisateurs français l'ont longtemps épargné de la colonisation. Essentiellement, les autorités françaises ne voulaient pas que les colons viennent s'établir en Outaouais pour 2 raisons majeures. La première, en Nouvelle-France, il n'y a pas beaucoup de monde. En fait, les chiffres varient, là, mais on parle d'un maximum de 65 000 personnes sur un immense territoire, mais très peu de population. Et on voulait vraiment concentrer que la population se concentre le long de la vallée du Saint-Laurent. Et c'est ce qui explique qu'on ne veut pas de gens le long de la vallée de l'Outaouais. En 1763, par le traité de Paris, les Britanniques devenaient propriétaires de toutes les terres publiques du territoire de la Nouvelle-France. C'est en 1791 qu'ils créent le Haut et le Bas-Canada, rendant ainsi possible la colonisation de l'Outaouais. Alors, on peut dire que jusqu'à la fin là, du 18e siècle, l'Outaouais n'est toujours pas habité. Mais dès les débuts des années 1800, là, on commence à avoir des gens qui viennent s'établir, et particulièrement en 1800, avec l'arrivée de Philemon Wright, qui est un Américain. Alors, va vraiment fonder là, une première colonie en Outaouais. Et là, on peut dire que dans la première moitié du 19e siècle, là, les colons vont commencer à arriver. Beaucoup vont être des Américains, sauf dans la petite nation, ça va être des francophones, des Canadiens français, mais aussi peu à peu des Irlandais, des Écossais, et à partir là, des années 1840-1850, beaucoup de Canadiens français qui viennent de la vallée du Bas-Saint-Laurent. En 1795, William Fortune, un loyaliste venu des États-Unis, fit une demande officielle pour arpenter le canton de Buckingham. C'est finalement son fils Joseph qui fit l'arpentage des 5 premiers rangs du canton en 1801. À cette époque-là, il y a un système de distribution des lots, c'est-à-dire qu'un lot sur 7 est réservé à la couronne. Un autre allottement, ça va être un lot sur 7 aussi, réservé au clergé protestant. Ensuite, ça va être selon le statut des gens. C'est que, par exemple, il va y avoir les officiers qui sont loyaux à la couronne, dépendant du grade. C'est que, par exemple, un capitaine va recevoir 3000 acres ou 15 lots. Un sous-officier va recevoir 200 acres ou l'équivalent d'un lot. Il va y avoir aussi les colons. Les colons vont initialement recevoir de 5 à 6 lots, c'est-à-dire environ 1200 acres. Et puis par après, ça va être divisé en des portions plus petites. Ici, à Buckingham, on va avoir un officier, le capitaine Robinson, qui va recevoir environ 3000 lots et une quinzaine de colons qui vont se partager les autres lots qui restent pour environ 100 lots au total sur les 140 lots. Il ne faut pas oublier qu'il y avait 40 lots qui ont été réservés pour la couronne et le clergé protestant. Le 20 décembre 1824, Joseph Bouchette prépare un premier relevé statistique du canton de Buckingham. Si ce relevé ne nous permet pas de connaître le nombre exact de personnes qui habitaient sur le territoire du futur village, il nous permet néanmoins de suivre l'évolution de la population. On sait par exemple qu'il y avait 158 habitants répartis de la façon suivante: 17 hommes et femmes mariés, 48 enfants de moins de 14 ans, 70 hommes et à peine 6 femmes célibataires de plus de 14 ans. Le canton est accueillant et sa population s'accroît rapidement. En moins de 6 ans, le nombre d'habitants passe de 158 à 570. En 1851, 2204 personnes habitent le canton. C'est grâce à l'industrie du bois que l'on a pu observer une telle explosion de la population. En 1824, Justice Smith construit une première usine de sciage du côté ouest de la rivière du Lièvre.
Pour une raison qu'on ignore, c'est Baxter Bowman qui l'opère. Un an plus tard, c'est au tour de Levi Bigelow d'ouvrir une scierie du côté est de la rivière cette fois-ci. Les baies arrivaient sur la rivière et ils étaient partagés par un système de glissoires et d'estacades. Un coup que les baies vont arriver dans les scieries, comme le nom l'indique, ils étaient sciés. Et à différentes époques, on va avoir différentes technologies. Au commencement, c'est l'énergie hydraulique, c'est-à-dire c'est le même principe qu'un moulin pour moudre le grain. C'est une roue qui tourne et puis qui fait tourner les lames avec des systèmes de courroies. Un peu plus tard, ça va être de la vapeur et en dernier, ça va être de l'électricité. Les complexes vont aussi s'agrandir. C'est qu'on va commencer par quelques bâtiments et on va en ajouter d'autres au fil et à mesure des demandes. Et aussi des nouvelles technologies et des nouveaux produits. C'est que, par exemple, au commencement, ça va être des billes. Après ça, ça va être du bois d'œuvre. Et éventuellement, on va produire des choses comme, par exemple, de la latte, du bardeau de cèdre et du bois embouffeté. C'est un travail très difficile. Il faut comprendre qu'à ces époques-là, le pouvoir était transmis aussi aux lames, par exemple, avec des courroies immenses et qu'il n'y avait pas de garde, de protection. C'est que les gens pouvaient se blesser facilement. Les gens se blessaient, s'atrophiaient même dans certains cas. À ces époques-là, c'est l'ouvrage qui est considéré la plus dangereuse dans l'industrie canadienne. Il faut aussi penser qu'il y avait beaucoup de scieries dans la région à l'époque. À Ottawa et à Hull, on a environ une vingtaine de scieries qui vont fonctionner à certaines époques. Il y a donc un va-et-vient constant de la main-d'œuvre à l'époque, ce qui fait que des fois, on doit réapprendre, on doit réentraîner les gens. L'histoire de Buckingham commençait à s'écrire. De nombreuses personnes sont venues s'y installer et ont fait prospérer le canton. Donc, les premiers pionniers qui vont être ici vont être des personnes comme, par exemple, M. William Downing, qui, son père, avait appliqué pour un des premiers lots. Et ils vont avoir des lots sur les cantons de Buckingham et celui de Cumberland en même temps. Ici, à Buckingham, M. William Downing va éventuellement devenir tavernier et il va être aussi un officier de milice. À sa mort, quelques années plus tard, il va atteindre le grade de lieutenant-colonel. Ce qui indique qu'il était situé environ où ce qui est situé le traversier de Masson à Cumberland. Et puis, on peut voir qu'à cette époque-là, le canton de Buckingham va être peuplé à partir de Masson, Buckingham, et aujourd'hui, ce qu'on considère l'Ange gardien. On va avoir aussi une autre personne dans la personnalité, M. Gabriel Faubert. Gabriel Faubert était le dernier agent de poste dans le fort du Lièvre et il va obtenir un petit lot sur le chemin du lac Donaldson. Levi Bigelow, un autre du Massachusetts qui va arriver un peu après M. Justus Smith, c'est lui qui est responsable pour construire la deuxième scierie, qui va être construite du côté de l'avenue de Buckingham, à peu près à la hauteur du pont Brady aujourd'hui, dans le parc McLaren quasiment. Et puis qui va aussi être considéré un peu comme le père de Buckingham, parce que le développement à cette époque-là est asymétrique. C'est-à-dire que du côté de la rive ouest, avec la première scierie, avec M. Baxter Bowman, c'est un peu un domaine exclusif à M. Bowman et ses employés, tandis que du côté de la rue principale, c'est là que le nucléus, le noyau du nouveau village va prendre forme, en entour de la scierie de M. Bigelow. D'ailleurs, il va y avoir un magasin principal. Plus tard, on va avoir un bureau de poste qui va se greffer alentour. C'est que le village de Buckingham va vraiment se développer avec la deuxième scierie côté de la population. La cohabitation entre anglophones et francophones n'a pas toujours été simple. Les Canadiens français, comme on les appelait à l'époque, ont dû lutter pour conserver leur emploi dans l'industrie du bois. À l'époque, dans l'industrie forestière, il y avait la coupe de différentes espèces d'arbres. Il y avait les chênes, par exemple, il y avait les grands pins. La coupe des chênes était considérée comme un ouvrage d'apprentissage. Et quand les gens étaient aguerris, ils pouvaient transférer à la coupe des pins. La plupart des nouveaux arrivants qui vont se retrouver sur la coupe des chênes, ce sont des Irlandais à cette époque-là. Et ceux-ci vont un petit peu mal prendre le fait que ceux qui travaillent sur les pins, la majorité des Canadiens français, se trouvent à avoir un avantage économique. Les payes sont meilleurs et puis tout ça. Donc, il va y avoir une différence. Cependant, c'est l'arrivée d'une personne, c'est M. Peter Allen, un homme d'affaires de la région, qui va vraiment exploiter l'animosité entre les chaîneurs, si on veut, et les autres ouvriers, en particulier les Canadiens français, au point où il va commencer à organiser ces gens-là qui vont faire du sabordage, du sabotage sur les travaux, en faisant des batailles, en se battant sur les chantiers ou encore même en empêchant les radeaux de descendre sur la rivière des Outaouais.
Et on dit que les barons du bois préféraient embaucher des francophones au lieu des Irlandais pour deux raisons. Une, certainement vraie, l'autre, c'est discutable. On disait que les Irlandais buvaient plus que les Canadiens français. Ça reste à voir. Et l'autre raison, on disait que les Canadiens français constituaient une main-d'œuvre plus docile que les Irlandais, qui étaient quand même reconnus pour être très bouillants. Lors de la célèbre guerre des Shiners, ils ont pu compter sur l'aide d'un personnage qui allait faire partie de l'histoire de la région, Joe Montferrand, qui était chef de cage et de radeau pour Baxter Bowman. Mais Joe Montferrand aussi, c'est vraiment lié à l'histoire et à l'industrie forestière. Comme des milliers d'autres hommes, il vient en Outaouais pour travailler dans l'industrie forestière. Et au départ, il est bûcheron, mais il va pratiquer tous les métiers, là. Il va être bûcheron, il va être draveur, maître de cage, cageux, mais très rapidement, il va devenir contremaître. En fait, les grands barons du bois anglophones vont le remarquer très rapidement. Joe Montferrand, c'est un leader. Il sait lire et écrire, contrairement à la plupart des autres bûcherons. Mais disons qu'il a beaucoup de charisme et il faut savoir qu'avec ses 6 pieds 4, 1 mètre 93, il en imposait beaucoup. Alors retenons qu'il devient le maître. En fait, il devient l'homme de confiance des barons du bois, mais surtout, il devient le grand défenseur des Canadiens français. Tous les peuples, toutes les nations ont leur conte et légende. Et cette légende-là est intéressante parce que ça va valoriser les Canadiens français de l'époque. C'est une période très difficile. Il va y avoir les rébellions de 1837-1838. Les francophones se sentent dévalorisés. Et finalement, Joe Montferrand va être un élément de fierté. J'aime beaucoup à dire que Joe Montferrand, c'est le Maurice Richard du 19e siècle. Puisqu'il y avait de plus en plus de colons et qu'il fallait sauver leur âme, les différentes confessions religieuses ont commencé à s'organiser. Les catholiques pouvaient compter sur la visite occasionnelle d'un prêtre missionnaire. Les premiers missionnaires sont venus surtout d'Oka, des Sulpiciens. Des gars comme Jean-Baptiste Roupe, par exemple, Roupé ou Roupe, se promenaient un peu partout, Montebello, ici, jusqu'à Aylmer. Ça arrivait à l'Outaouais tout le temps. Puis ils se promenaient ils disaient la messe, je pose dans les maisons. Chez les Irlandais, probablement, parce que c'est tous les Irlandais qu'il y avait ici. Et puis, c'est comme ça que l'Évangile s'est répandu dans l'Outaouais, à ce niveau-là, des deux côtés de la rivière, d'ailleurs. Par exemple, Cumberland dépendait de la mission de Buckingham, facilement, comme ça. C'est vraiment la rivière Outaouais qui était le lien, la communication. Il n'y avait pas de 148, pendant des routes un peu plus mauvaises. Là, mais... Il va sans dire que la vie de ces missionnaires était difficile. Dans une lettre qu'il adressait en 1831 à l'évêque de l'époque, l'abbé Paisley réclamait une chapelle pour le canton de Buckingham. J'en ai assez de courir les bois et de gratter les souches. J'ai visité la rivière aux lièvres cet hiver et j'y ai rencontré un grand nombre de catholiques. Ils m'ont demandé de leur permettre de bâtir une chapelle. Je leur ai promis que je vous en parlerai auparavant. À mon avis, monseigneur, il est grand temps qu'il y ait une mission régulière dans cette région. C'est en 1836 que la première chapelle catholique de Buckingham a été érigée par Pascal Brunet, curé de Montebello. Elle était située là où l'on retrouve actuellement le vieux cimetière de la rue Church. En 1831, le canton de Buckingham ne comptait que 300 catholiques, soit environ la moitié de la population. De ce nombre, seulement 39 étaient d'origine française. À peine 30 ans plus tard, en 1861, on comptait 2802 catholiques, c'est-à-dire 78 % de la population, dont près de la moitié était d'origine française et l'autre d'origine irlandaise. En 1840, la paroisse Saint-Grégoire de Nazianze voit le jour en tant que mission. John Brady a été le premier curé et il restera en poste 22 ans. Originaire de l'Irlande, il a fait ses études à Montréal et était parfaitement bilingue. Son influence sur la vie de Buckingham fut indéniable. Alors, M. Brady a voulu s'occuper d'éducation. Lui, il avait une formation classique. Il avait même été professeur au grand séminaire.
étudié en Irlande, d'où il vient. Il avait étudié également au Grand Séminaire de Montréal avec les Sulpiciens. Et puis, il a voulu fonder une académie ici, presque un collège classique où on enseignait le latin, on enseignait le français, l'anglais, les mathématiques, les sciences, etc. Et puis, ça, c'était ça, comme son petit à lui. On ne parle pas des grosses écoles, on parle d'une trentaine d'élèves, mais quand même. Et puis, il a maintenu ça, là, de peine et de misère. Et il a même été commissaire d'école et puis président de la commission scolaire. D'ailleurs, il protégeait ça comme la prunelle de ses yeux. De telle sorte que quand on a voulu arriver avec autre chose par après, c'était la bataille, parce que, en bon irlandais, il était capable de maintenir son point et puis de livrer une bonne bataille. Alors, ce bonhomme-là était ici. Il a été ici 20 ans comme curé, puis après ça, il est resté 20 ans à la retraite. Alors, il était présent, là, lui, là, pendant le règne des deux autres curés, ou à peu près. Fait qu'il a joué un rôle très, très important là, dans le milieu. Les successeurs du père Brady, Laurent Jouvent et François-Louis Michel, ont également laissé un héritage fort appréciable. Laurent Jouvent a été curé ici pendant 11 ans. Mais, je veux dire, c'était un gars doux, capable de faire des compromis, à l'écoute des gens, alors que c'était tout le contraire de John Brady, là, dans le fond, surtout à la fin de sa vie. Alors, il est venu ici, ils l'ont nommé, je pense, pour essayer d'aider un peu au climat. Pendant que Jouvent était ici, la mission Saint-Grégoire est devenue paroisse. Alors, l'érection canonique, paroisse 30 quelques années après celle de Montebello, c'est devenu vraiment paroisse. François Michel, qui a été ici d'abord vicaire pendant 3 ans. Et puis, bon, il a fait certaines choses. Là, ici, il était responsable de Thurso, il était responsable de Cumberland pendant qu'il était ici. Ensuite, il est allé comme curé à Saint-Paul-d'Aylmer pendant plusieurs années, là, une vingtaine d'années, je sais bien, quinzaine d'années certains, 15 ans. Et puis, après ça, il est revenu ici comme curé. Paraît-il qu'en dernier, il était très dur avec les paroissiens. Il voulait vraiment que les gens donnent pour la construction de l'Église, pour la dette de l'Église. Et c'est ça qui a amené notamment les gens de Masson à se séparer de la paroisse ici et de fonder leur propre Église. Il était tanné d'entendre M. Michel de parler d'argent et tout ça. Mais c'est quand même un gars qui a joué un rôle très, très, très important ici. L'église Saint-Grégoire de Nazianze fut construite à d'autres emplacements avant d'être finalement érigée à son emplacement actuel en 1892. En 1857, les besoins de la communauté vont changer. La population a grandi. La chapelle, qui était devenue église, ne répond plus aux besoins. Et on décide de construire une deuxième église. Celle-ci, nous avons une photo. C'est un magnifique bâtiment en bois avec un clocher. Et il était situé au coin aujourd'hui de la rue McLaren-S et de l'avenue de Buckingham, où ce qui est la Banque nationale actuellement. Cette deuxième église va servir pendant plusieurs années, jusqu'à la construction en 1892 de la troisième église. Non, celle-ci ne sera pas au même emplacement. La troisième église va être bâtie à l'endroit où ce que la quatrième, l'église existante aujourd'hui, est située, c'est-à-dire sur la rue McLaren, près de Bélanger. La quatrième église, qui est l'église actuelle, va donc utiliser les matériaux de construction. Et du point de vue architectural, on l'a décrit comme un édifice romanto-byzantin, c'est-à-dire roman avec des coupoles. Il est intéressant de noter que cette église est l'une des plus grandes en Outaouais. Plus encore que l'église Saint-François de Sales dans le secteur Gatineau. Monseigneur Duhamel, qui était l'évêque d'Ottawa à ce moment-là, en visite ici, a fait comprendre à M. Michel qu'il voulait que ce soit une grande église. Alors, il y avait des plans, chemin de fait, puis non, il fallait que ce soit plus grand que ça. Et on a abouti au plan de l'église qu'on a à l'heure actuelle. C'est pas l'église qu'on a, c'est pas la quatrième église. Il y a eu un feu en 1920, après, bien longtemps après la mort de M. Michel, il est mort en 1901. Mais le plan de l'Église est resté le même, la grandeur, l'espace à l'intérieur. Alors ça, c'est Monseigneur Duhamel qui avait demandé ça, d'avoir une grande Église comme celle-là ici. Du côté des protestants, les premiers services religieux avaient lieu dans la cuisine de l'une des compagnies forestières de Buckingham. En 1837, Lawrence Goodhue Bigelow cède un terrain sur le bord de la rivière pour qu'on y construise une église.
Le cimetière St. Andrews actuel se situe tout près du terrain où a été construite cette église. La paroisse protestante Saint-Andrew est la première paroisse à avoir une église à Buckingham. Elle va précéder l'Église catholique de quelques années. Cette première église, c'est une structure de bois et on sait qu'elle était multi-dénomination à l'époque, c'est-à-dire que les protestants, les presbytériens pouvaient lui assister et célébrer le culte. Elle va être reconstruite en 1889 à l'endroit où elle est située maintenant, sur l'avenue de Buckingham. La dernière église, celle qui a été construite en 1889, comporte entre autres un magnifique vitrail sur sa face principale sur l'avenue de Buckingham. Et à l'intérieur, on a des vitraux secondaires qui ont une certaine particularité parce qu'ils représentent des clichés de certaines personnalités de Buckingham. C'est qu'on y voit des vitraux qui sont faits au nom de certaines personnes. Le premier pasteur est le pasteur George Bell. Il était le pasteur de Cumberland et puis il va bouger ici à Buckingham à cette époque-là. La paroisse anglicane de Saint-Stephen a été fondée en 1845. À cette époque, les anglicans se réunissaient dans la même église que les presbytériens. C'est en 1852, sur un terrain cédé par Baxter Bowman, qu'une première église anglicane fut érigée. En 1899, une nouvelle église en pierre a été construite à son emplacement actuel. In the early it was 1899 that they finally christened the building. A lot had to do with where the stones were. We have stories in our congregation from farmers, and now it's their grandparents, or in my case, great-great-grandparents, who took part using horses and skids and brought the stones from the surrounding farm fields to the hilltop, both for the elevation, having a church in a high place, but also bringing all the stones together. And that's where they built the stone church, and it was built primarily by Scottish stonemasons at the time. The building is sort of a classic Scottish stonemason design. It is built on, there is no real foundation per se. It's built on 12-inch by 12-inch pine joists underneath the floor. And they serve to support the church and the mass of the stone that's on top of it. At one point, we even had a battlement out front that housed the bell, and it was a big, tall stone structure. It was eventually taken down due to erosion and sort of aging of the stones in the early 1970s, and the bell now sits on our front lawn. But no, this church is very architecturally unique. There aren't many like it in West Quebec or in this end of Canada. The stained glasses, along with a lot of the other plaques you'll see in the church, are dedicated to the memory of loved ones who have passed. Some have been dedicated to the memory, one is dedicated to the memory of a former priest, Reverend Joyce, and his wife. Another is dedicated to a loved family member who died in, I believe, the 1930s or 1940s. And the same is to be said with a lot of the large plaques you see around. Some were the result of the flu in 1919, the Spanish flu epidemic. Buckingham, along with the rest of the country, lost a lot of people, and families then turned around and donated money to the church and put plaques to remember their loved ones. La communauté baptiste s'est organisée à Buckingham en 1869. Les fidèles se réunissaient alors chaque semaine dans une école du canton. En 1886, dans le but d'attirer un pasteur résident, ils construisent une église sur le côté est de la rivière. À cette époque, la vie quotidienne était loin d'être facile. Le canton était littéralement divisé en deux. Malgré l'existence d'une scierie du côté ouest de la rivière, presque personne n'y habitait, sinon la famille de Baxter Bowman. L'hiver, on pouvait traverser assez facilement en empruntant la rivière gelée. Dès la fonte des neiges, cependant, on devait utiliser des estacades. Le 20 juillet 1841, le gouvernement québécois adopte une loi sur l'éducation et crée les premières commissions scolaires. À cette époque, on comptait 42 élèves âgés de 5 à 16 ans sur le territoire de Buckingham, cependant à peine 20 d'entre eux étaient assidus à l'école. L'abbé John Brady a été l'un des apôtres de l'éducation. Par ailleurs, les curés Jouvent et Michel ont également joué un rôle primordial sur l'éducation. Laurent Jouvent, il voyait bien que l'Académie de Buckingham prenait trop de place et puis que Brady ne voulait pas céder. Alors, il venait à bout de faire venir ici les Sœurs de la Charité. Il a acheté un terrain de M. Shepherd, qui est là où est l'école Saint-Laurent. L'école Saint-Laurent, ça n'a pas de rapport avec le fleuve Saint-Laurent.
Le nom vient de l'Académie Saint-Laurent, qui est de Laurent Jouvent, le prénom de ce curé-là qui a été ici pendant 11 ans. François-Régis Michel, c'est lui qui a fait venir les frères de l'Institution chrétienne pour les garçons. Alors, l'enseignement des garçons se faisait dans la deuxième église, et puis ils demeuraient dans la maison croisetière, eux autres, les frères. Et puis, en attendant que M. Michel, non seulement construise son église, mais surtout achète le terrain de l'école Saint-Michel. Il a acheté ça morceau par morceau, vraiment pour l'éducation. Alors, on doit une fière chandelle à M. Michel pour l'éducation des garçons. Pour l'éducation des filles, ça a été surtout Laurent Jouvent. Alors, l'école Saint-Michel, ça vient de M. Michel, son nom de famille, et puis l'Académie Saint-Laurent vient de Laurent Jouvent, son prénom. Les protestants du canton ont profité de la loi sur l'éducation pour former leur propre commission scolaire dissidente. À une certaine époque, la loi a prévu que ceux qui appartiennent à une religion minoritaire peuvent se séparer du côté de l'éducation. C'est ce que firent les protestants qui vont en profiter pour former les écoles dissidentes à l'époque ici à Buckingham. En 1874, on avait 3 écoles dissidentes à Buckingham. Une d'entre elles est dirigée par une mademoiselle Martha Hall. Elle est réputée comme une des meilleures enseignantes de la province à cette époque-là. Un autre était une école normale, dirigée par une mademoiselle Hutchison. Et une était située du côté ouest, près du pont. C'est une bâtisse blanche. On parle en anglais du White School, de l'école blanche. Et l'autre était sur la rue Church. Lui, c'était un bâtiment en briques à cette époque-là, sur la rue Church. Il faut aussi mentionner qu'en plus des écoles dissidentes, on avait aussi 2 écoles privées à Buckingham à ces époques-là. Avant que le village de Buckingham ne voie le jour, le gouvernement avait mis sur pied 24 districts municipaux qu'il contrôlait. Cette formule ne donnait que peu de place à l'autonomie locale. Après plusieurs remaniements, la loi sur les municipalités a permis de former le village de Buckingham, qui a été incorporé le 13 février 1855. C'est John O'Neill qui a été le premier maire. Le tout nouveau village de 1855 consiste probablement d'une centaine d'habitations, de 2 scieries et de d'autres industries, des commerçants. Les limites du village sont essentiellement les mêmes que ceux du Buckingham moderne avant la fusion de 2002, et à une exception près, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de pont à cette époque-là. Il va falloir attendre 2 ans après la création du village pour que le premier pont soit bâti. C'est donc une croissance asymétrique, c'est-à-dire que du côté de la rive est, de l'avenue de Buckingham, c'est là qu'est véritablement le noyau du village à l'époque. Ce sont plusieurs rues. On a entre autres la rue Denis qui va devenir la rue McLaren. On a la rue Joseph, on a la rue Charles. Donc, on a déjà les bases de ce qui va devenir le cœur de Buckingham par après. Du côté de la rive ouest, c'est très différent. C'est le domaine de M. Baxter Bowman. On a ses employés, la scierie et la maison de Baxter. On a aussi l'église Saint-Andrew à l'époque, et c'est à peu près tout. La vie du village à l'époque, c'est tranquille, c'est paisible. On communique avec Ottawa, en traîneau à cheval ou en voiture à cheval. Ce n'est qu'en 1857, soit 2 ans après la naissance officielle du village, qu'un premier pont de bois a été construit au coût de 3 200 $. On va apprendre de l'expérience du premier pont parce qu'avec le deuxième pont, on va s'assurer qu'il est protégé des intempéries. C'est donc un pont couvert, comme beaucoup de ponts de l'époque. On emprunte les technologies aux États-Unis et dans les environs. Ce qui va distinguer le pont de Buckingham de d'autres de la région, c'est que sur un de ses côtés, il y a une passerelle pour les piétons. Donc au centre, on a les voitures qui vont passer et sur le côté, une passerelle à piétons. Et ce pont-là va nous durer pendant plusieurs années. Il va même survivre aux véhicules automobiles. Les véhicules automobiles vont emprunter le pont couvert. C'est donc un peu durant la Deuxième Guerre mondiale, en 1941, que le pont va rendre l'âme et il y a quasiment d'eau brisée par les charges lourdes qui sont transportées des camions qui transportent du minerai des compagnies chimiques pour la station de voie ferrée.
Et on va le reconstruire en béton à cette époque-là. Il faut comprendre cependant que la géographie de l'endroit à l'époque n'est pas tout à fait la géographie qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que la rivière n'est pas aussi large qu'aujourd'hui. On n'a pas la présence d'un îlot au centre. Donc, on a seulement, si on regarde le pont moderne aujourd'hui, on a seulement que la partie du côté ouest, la moitié du pont, si on veut, qui va être refaite en 1941 en béton. Le nouveau pont qui va être construit, il va être construit juste à côté du pont couvert. Celui-ci va servir un peu de pont temporaire, si on veut, à l'époque. Et un coup la construction du pont achevée, il va être démoli. Le bois va être utilisé, recyclé. Des gens vont l'acheter, vont s'en servir pour la construction de différentes choses. Après la construction du pont en béton, en 1941, on va considérer de l'agrandir et de le mettre un peu plus directement vers l'avenue de McLaren. Parce qu'il faut savoir qu'à ces époques-là, le premier, le deuxième et le troisième pont, la sortie n'est pas où ce qu'elle est aujourd'hui sur l'avenue McLaren, mais plutôt au nord, quelques édifices au nord sur l'avenue à la descente, ce que les gens descendaient traditionnellement pour les événements des fêtes de Buckingham, tout ça. Donc, en 1947, on va continuer la deuxième partie. Et étrangement, ce n'est pas un pont, mais un viaduc, parce qu'il faut comprendre qu'à cette époque-là, il n'y a pas d'eau qui coule en dessous de cette section sur la rive est. Il va falloir attendre en 1957, quand on va construire le barrage des Chutes du Frein. C'est cette époque qu'on va creuser, dynamiter un chenail. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'aujourd'hui, quand on passe sur les deux sections du pont, on se trouve à passer sur la section du chenail pour le pouvoir hydroélectrique et on se trouve à passer sur la section de la rivière qui était le pont traditionnel. On ne peut pas parler des ponts de Buckingham sans parler des petits contretemps qu'on va connaître dans les dernières décennies. Donc, ces deux ponts qui ont été construits un peu après la Deuxième Guerre mondiale vont se détériorer et éventuellement, il va falloir les réparer. On va donc assister dans les années 2000 à la réfaction d'une partie, un segment, le secteur ouest, et plus tard, vers 2007, on va réparer, reconstruire, c'est-à-dire la dernière section du pont Brady. Donc, c'est une longue saga pour nos ponts, qui est un élément indispensable à la vie des Buckinois. L'un des personnages les plus influents de l'histoire de Buckingham a certes été James McLaren. Il arrive à Buckingham en 1864, après avoir fait l'acquisition de la succession de Baxter Bowman. James McLaren va être un industriel qui va influencer considérablement la vie de Buckingham pour le simple fait que son industrie va être un des principaux moteurs économiques de Buckingham. Il arrive à Buckingham en 1864. Il va acheter la succession de Baxter Bowman, c'est-à-dire les terres, les bâtiments industriels, la ferme de Baxter, les habitations et aussi, très important, les droits d'exploitation sur la rivière jusqu'à environ Mont-Laurier. Il va s'impliquer dans la vie politique de Buckingham. Il va devenir maire à une époque et à une autre époque, un de ses fils va devenir maire aussi. En 1877, il va bâtir Pinehurst, sa résidence sur la rue Georges, en face de l'école primaire anglaise aujourd'hui. Il va aussi créer la Banque d'Ottawa. Il faut comprendre qu'à ces époques-là, les forestiers, les gens qui voulaient développer dans la région, devaient emprunter à Montréal. Donc, les fonds, les argents étaient tous commis à Montréal et James décide que ce n'est peut-être pas économiquement parlant la meilleure chose. Il va donc, avec d'autres barons forestiers de l'époque, s'agglomérer. Ils vont fonder la Banque d'Ottawa, qui plus tard va devenir la Banque de Nouvelle-Écosse. Il va décéder en 1892. Il est inhumé dans le cimetière de Buckingham ici. En 1895, ses 5 fils vont s'incorporer et ils vont créer la compagnie James McLaren. Et on confond souvent des fois la compagnie et l'homme. Ce qu'il ne faut pas faire. La compagnie James McLaren, c'est la succession qui va succéder à James. Et d'ailleurs, elle va perdurer jusqu'à vers 1995 dans les opérations forestières dans la région. L'industrie du bois de sciage a certes été l'un des principaux moteurs économiques de la région. Pourtant, on ne peut ignorer à quel point l'industrie minière a été primordiale pour le développement de la Basse-Lièvre. Les gisements qu'on y a découverts ont permis à près de 2000 travailleurs de gagner leur vie dans la région. Depuis la première prospection, les premiers arpenteurs ici, ils ont déjà remarqué qu'il y avait des minéraux qui pouvaient être exploités commercialement.
Il va cependant falloir attendre plusieurs années avant que ceux-ci soient mis en évidence. C'est vers 1878 qu'on va avoir l'exposition universelle de Paris, où ce que des échantillons de minerais de la région ici vont être exposés. Au point où ce que les investisseurs français à l'époque vont trouver de la qualité exceptionnelle et ils vont investir beaucoup dans la région, dans des mines de la région. Sur la vallée de la Lièvre, on va avoir approximativement une centaine de mines qui vont être exploitées à différents temps. Il faut comprendre que ce ne sont pas des mines creusées en profondeur, ce sont plutôt des mines à ciel ouvert à cette époque-là. Les minéraux qui vont être explorés sont le phosphate, le graphite, le mica et plus tard le fétsphalte. On va avoir une mine, par exemple, à Glenalmond, qui va produire quasiment la majorité du phosphate à l'époque. C'est la mine Emerald qui va être dirigée par un Américain d'origine française, un monsieur du nom de Stanislas Pascal Franchot, qui va s'impliquer beaucoup dans la vie communautaire de Buckingham, éventuellement. Les retombées économiques pour la ville de Buckingham sont importantes. Les salaires des mineurs est de beaucoup supérieurs aux salaires des bûcherons dans les chantiers. Aussi, on va avoir une importante industrie de la transformation. Ça va être la naissance de l'industrie chimique, par exemple ERCO, qui vont être capables de prendre du phosphate et le transformer par l'électrochimie en phosphore, qui, lui, va être utilisé à Hull par exemple, M. Eddy, pour la fabrication d'allumettes et de d'autres matériaux. Et on peut parler, par exemple, des mines de phosphate. L'âge d'or des mines de phosphate dans la vallée de la Basse-Lièvre, c'est entre 1875 et 1895. Le phosphate était utilisé comme minerai, en particulier là, comme engrais pour l'agriculture. Et on va commencer à exploiter des mines au nord de Buckingham, mais en particulier à Portland, qui est aujourd'hui Notre-Dame de la Salette. Et à une certaine période, là, il y a même plus de 200 personnes là, qui vivent de l'industrie minière dans ce secteur-là. L'industrie minière dans la région de la Basse-Lièvre a eu une telle importance qu'en 1886, le gouvernement a créé la Ottawa Mining Division, donnant à certaines parties du canton de Buckingham un statut spécial. L'importance de l'industrie minière va être telle qu'on va nous accorder certains privilèges. C'est ainsi qu'à Buckingham, on va avoir le droit d'avoir des débits de boissons. Il faut comprendre que la demande étant importante avec la quantité de mineurs qu'on a dans les mines, ça va être une entreprise qui va être quand même, économiquement parlant, valoir la peine. Cependant, ça va prendre des permis. Et ces permis-là ne seront pas si faciles que ça à obtenir. C'est-à-dire qu'on va être obligé de demander au niveau municipal, les gens vont être obligés de débourser de l'argent, et il faut comprendre qu'on va avoir et les autorités religieuses et aussi les mouvements naissants comme les suffragettes qui vont demander à ne pas avoir de boissons. Donc, on va avoir un conflit et qui va perdurer, mais l'économie va remporter. C'est-à-dire qu'on va avoir nos débits de boissons, et non seulement qu'on va en avoir un ou deux, mais on va en avoir aux endroits qui sont nécessaires. C'est qu'on va se retrouver avec des débits de boissons dans la ville même, et on va se retrouver avec des débits de boissons au landing, c'est-à-dire un endroit où on va avoir quasiment dédoublé le centre-ville pour pouvoir accueillir nos mineurs qui, à l'occasion, vont venir passer leur loisir ici. Les sœurs Higginson, filles d'un conseiller municipal, faisaient signer des cahiers d'autographes à leurs visiteurs. Ces cahiers nous donnent une bonne idée de la vie sociale en ces années de prospérité. Les cahiers des sœurs Higginson nous donnent une fenêtre sur une période assez précise. Vers 1880-1890, on y recueille environ une centaine de signatures et de commentaires très intéressants. Donc, on a des signatures de personnes comme M. Stanislas Pascal Franchot, sa femme, sa fille, et ainsi que M. Alexander McLaren ou encore M. Albert Parker, qui va d'ailleurs épouser une des sœurs Higginson. Ce que ça nous dit, c'est le genre de voyagement. On nous dit, par exemple, on est parti de Buckingham, on s'est en allé à Ottawa, ça a pris une journée, on revient le lendemain. On nous dit des genres d'activités, les loisirs. On y mentionne, par exemple, des activités comme le toboggan ou encore des clubs de racketteurs qui venaient, très populaires à une certaine époque, qui venaient nous visiter. Donc, c'est une très belle fenêtre sur une petite période vue d'un point de vue assez particulier. Jusqu'en 1890, l'industrie minière a connu une croissance assez impressionnante, ce qui a eu un impact sur la démographie du village. Cependant, la découverte de gisements de phosphate en Floride et au Tennessee fit en sorte que le marché s'effondra.
Les mines de la Lièvre ne pouvaient rivaliser avec ces nouveaux gisements plus faciles à exploiter. Ainsi, les unes après les autres, les mines durent fermer leurs portes. La fermeture des mines va être progressive. Ça va aller par les minerais parce que la demande va fermer. Par exemple, le phosphate qui était disponible ici va être meilleur marché aux États-Unis. Donc, les productions vont se terminer ici. Les impacts vont être sérieux dans la région. Il faut penser qu'on avait 1 millier de mineurs qui venaient visiter la ville, et en même temps, les gens d'ici qui se trouvaient à donner des approvisionnements. C'est que c'était dans les deux sens. On va avoir aussi la fermeture de plusieurs établissements, entre autres au landing, parce qu'on va avoir moins de besoin de servir la population. Il y en a quelques-uns qui vont rester ouverts pour assurer le service de la population des villes du Nord. On va avoir aussi le phénomène de migration des mineurs, c'est-à-dire qu'ils ne s'établiront pas nécessairement à Buckingham, ils vont peut-être éliminer à d'autres endroits à l'extérieur. On ne considère pas un grossissement démographique à l'intérieur de la ville de Buckingham pour l'époque important. D'une note positive, ce qui va arriver, c'est que durant la période de l'industrie minière, on va construire les écluses à Poupart. Et après la fermeture des mines, ces écluses-là vont rester en fonction pendant encore plusieurs décennies. La rivière du Lièvre a toujours été la principale voie de pénétration de la Basse-Lièvre. Avant que la navigation à vapeur ne s'organise, les gens et les choses étaient transportés dans des embarcations légères telles des canots. La comtesse Dufresne, épouse du gouverneur général, raconte les péripéties de sa visite dans la Basse-Lièvre. Après avoir traversé le village, nous avons pris place à bord d'une petite embarcation à vapeur pour emprunter la rivière. Il nous a fallu 4 heures pour traverser les 25 000. Nous avons franchi de nombreuses rapides. Mais lorsque nous sommes arrivés à la pire d'entre elles, on nous a dit que le bateau était trop lourdement chargé et certains d'entre nous ont dû débarquer. Nous, les femmes, avons eu très peur. Par la suite, nous avons dû marcher durant 1 mille et demi afin de voir la cascade, l'objet de notre expédition. Quelle marche difficile! Il y avait de nombreux moustiques tout au long de la route. Heureusement, le paysage était magnifique et la visite de la cascade nous a tous charmés. L'industrie de la navigation à vapeur s'est organisée vers les années 1880. Les compagnies minières ont joué un rôle important dans son développement. La rivière du Lièvre était navigable à partir de Buckingham vers le nord. Buckingham vers le sud, c'est une série de rapides, c'était donc impassable. Ça va créer des problèmes à l'époque, parce qu'il va falloir littéralement transporter des petits navires de la rivière des Outaouais par la route jusqu'à Buckingham pour les mettre à l'eau, à un endroit qu'on va désigner le landing, ou si on veut en français, le débarcadère. Et ça va être littéralement l'autoroute pour les villages du Nord. Donc, ça va être un va-et-vient constant, quotidien, peut-être même dans les petites heures de la nuit, tout ça, pour assurer le service, justement, aux villages du Nord. En tout et partout, on compte environ une quinzaine de bateaux qui vont naviguer. Ce sont des petits vapeurs. On va même avoir au tout début là, des bateaux à aube, comme qu'on a déjà vu aux États-Unis, comme sur le Mississippi, par exemple. Cependant, le tirant d'eau, le type de courant ne favoriseront pas ce genre de navire-là. Et un peu plus tard, ça va être des petits bateaux à vapeur avec des hélices qui vont assurer la navette. Le débarcadère ici va devenir le point d'opération. On va avoir actuellement 2 débarcadères. On sait qu'on avait le premier débarcadère qui était situé près du parc Scullion et le deuxième débarcadère qui va être situé aujourd'hui près du parc du Landing. Au landing, on se trouvait à avoir les installations nécessaires, les quais pour recevoir les navires, mais on avait aussi un village important. C'était quasiment un dédoublement du village de Buckingham pour, entre autres, assurer l'approvisionnement des villages du Nord et aussi, à une certaine période, pour les mineurs et les bûcherons qui vont travailler dans les chantiers sur la rivière. Il y a quelques navires qui vont se distinguer pour la simple raison qu'on a un peu plus de documentation sur eux, quasiment pas sur les autres. Donc, on va avoir le Mildrew, un petit navire, peut-être une dizaine de mètres de longueur, qui pouvait transporter environ une quinzaine de passagers. Après ça, il va être suivi par un autre navire qui va s'appeler l'Agnès. Celui-ci va être environ une quinzaine de mètres de longueur, transporter environ une cinquantaine de passagers au maximum. Et il va aussi transporter de la marchandise et tirer des barges. C'est d'ailleurs avec ces barges-là qu'on va transporter du minerai et qu'on va transporter des approvisionnements. Dans les notes écrites qu'on a, on y note entre autres qu'on transporte des choses comme du bétail pour approvisionner les fermiers.
Et le dernier et peut-être le mieux connu de nos navires, c'est le George Bothwell. Le George Bothwell était quasiment le double de la dimension des petits vapeurs qu'on a discutés. Et lui aussi, il assurait une navette quotidienne. On savait, entre autres, qu'en dernier, dans les années 1930, il assurait le service de poste. On s'en servait aussi avant l'hôpital pour transporter les blessés chez les docteurs. Et il y a même des docteurs qui vont s'en servir d'ailleurs pour aller prodiguer des soins. Si la navigation à vapeur a été un moyen important de transport durant de nombreuses années, la construction d'un réseau routier a causé son déclin. Pour le réseau routier, il va falloir attendre à la fin de la Première Guerre mondiale. Il faut réaliser que les véhicules automobiles n'étaient pas trop populaires avant cette période de temps-là. Cependant, à la fin de la Première Guerre mondiale, il va y avoir un surplus de camions fabriqués par les grands concessionnaires et ceux-ci vont être achetés à rabais par des gens qui, en fait, ça va être la naissance de l'industrie du camionnage en Amérique du Nord, y compris au Québec. Avant la naissance de l'industrie du camionnage, on a des routes, mais ce n'est pas tout à fait des routes carrossables. Ce sont des routes qui sont plutôt empruntées par des chevaux. Et puis, jusqu'en été, c'est quasiment impassable, surtout s'il pleut, ça devient très boueux. Donc, la période après-guerre, de la Première Guerre mondiale, va avoir un élan de la construction à travers tout le Québec, entre autres, du réseau routier. Ici, il va falloir attendre environ 1925-1930 pour que la route 309, qui monte au nord le long de la rivière, soit construite et qu'elle permette le passage de véhicules carrossables. Parallèlement, la sécurité publique commençait à s'organiser à Buckingham. Pour lutter contre les incendies, une première brigade de pompiers est fondée en 1874. Mais avec la venue du château d'eau, on va avoir un système d'aqueduc pressurisé avec un système de bonnes fontaines. Nous disposons de cartes assurance incendie qui nous montrent l'étendue de ce réseau-là, qui était très complexe à l'époque et qui protégeait la ville de Buckingham. Les systèmes qu'ils vont utiliser sont assez ingénieux aussi. Par exemple, on va avoir la cloche qui était située dans le clocher de l'hôtel de ville, qui était utilisé pour donner un code. Donc, un coup de cloche indiquait un secteur de Buckingham, deux coups de cloche à un autre secteur. On pouvait donc indiquer aux pompiers volontaires à quel endroit qu'il fallait qu'ils se rendent après avoir venu chercher l'équipement pour se brancher au boyau d'incendie ou aux bonnes fontaines. Puisque de plus en plus de personnes venaient s'installer à Buckingham, il devenait difficile d'y faire régner la paix et de nombreuses beuveries avaient lieu. C'est donc vers cette époque qu'on jette les bases d'un premier service de police. Pendant plusieurs années, Buckingham va avoir une très petite force de police. On parle souvent, en anglais, « one police force ». On parle d'un policier unique qui comprenait la force constabulaire. Et puis c'est le cas. Par exemple, vers les années 1900, on va avoir un policier, M. Kiernan, qui va occuper le poste jusqu'à 1930 environ. On va avoir une cellule dans l'ancien hôtel de ville, et puis de temps en temps, elle va être occupée par des gens qui vont enfreindre une réglementation quelconque ou une turbulence quelconque. Et puis, on va avoir aussi une augmentation de la population. De là, on va avoir une augmentation des services de police. C'est-à-dire que vers 1940-50, la force policière constabulaire va prendre plus d'efforts et il va se développer jusque vers les années 2000 environ. Un fait intéressant, vers 1932, on va avoir un couvre-feu à Buckingham qui va s'effectuer à 9 h le soir pour les enfants de moins de 15 ans. Et on va annoncer ce couvre-feu-là avec la cloche de l'hôtel de ville. Les policiers vont patrouiller. Ce qui me fait dire que ce n'était pas la peur du bonhomme 7 heures, mais plutôt la peur de la cloche de 9 heures dans ce temps-là. Il faut que je mentionne aussi la présence d'un détachement de la Sûreté du Québec qui va avoir pignon sur rue dans Buckingham pendant plusieurs décennies et qui va être capable à l'occasion d'aider les constables de Buckingham. Buckingham a été un véritable pionnier en ce qui concerne la santé publique. Alors que le gouvernement obligera les municipalités à se doter d'un bureau de santé publique en 1888, le conseil municipal de Buckingham se penche déjà sur la question en 1872. Une épidémie de petite vérole frappant durement le village, les élus municipaux créent un bureau de santé qui peut enquêter, visiter les domiciles et déclarer des quarantaines. Les citoyens qui refusaient de laisser les enquêteurs faire leur travail s'exposaient à des amendes. Vers la fin du 19e siècle, la santé publique est émergente. On commence à comprendre un peu qu'on peut affecter des mesures pour prévenir certaines maladies. Il y a encore des choses qui sont incomprises et puis on essaie du mieux qu'on peut avec la science de l'époque. Il faut comprendre aussi que dans d'autres centres, la situation est beaucoup plus pire qu'ici. Si on regarde les statistiques des grands centres urbains comme Montréal, Québec, Trois-Rivières,
ont d'immenses problèmes de santé publique dus au simple fait, par exemple, qu'ils ont les égouts proches des prises d'eau. Ce qu'ici, on essaie de, simplement par la géographie, on avait essayé d'éviter et puis que c'était un petit peu moins la situation. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas nos problèmes. On va avoir nos problèmes. Entre autres, on va avoir l'épidémie de 1874 de petite vérole qui va causer des morts, plusieurs malades dans la région et qui va, entre autres, donner une situation intéressante du point de vue historique. Après la crise de petite vérole, on avait Mme Curie qui avait pris soin des malades à l'époque en connaissance de cause. Elle savait que c'était une maladie dangereuse, mortelle même. Et pour la remercier, les maires de la ville de Buckingham et du canton de Buckingham vont lui remettre une Bible signée pour souligner l'occasion. La Société d'histoire de Buckingham a l'honneur d'avoir la Bible de Mme Curie. C'est un document historique qui, à l'époque, qui nous démontre la problématique. On va voir dans la documentation les préoccupations de nos médecins de l'époque. Par exemple, on va avoir un règlement qui va interdire la cueillette de la glace en dessous du pont. La cueillette de la glace en hiver, pour qu'elle soit entreposée dans des entrepôts et être accessible durant les périodes de chaleur, est un bel exemple de problématique sur la santé. Parce qu'ils cueillaient la glace à proximité du pont, mais ce n'était pas l'endroit le plus salubre dans toute la ville. Entre autres, il avait à proximité plusieurs écuries où le purin des chevaux se déversait dans la rivière et donc contaminait la glace. Ça va donc être une mesure de santé préventive quand on va exiger la fermeture de ce site et recommander un autre site plus au nord. En 1890, le village de Buckingham s'apprête à devenir ville. Son histoire, qui s'écrivait depuis quelques années, venait à peine de débuter.